Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nous voilà une fois de plus réunis dans la gloire de Allah pour parler de ce beau pays, de ce glorieux pays, de ce merveilleux pays, le Mali. Depuis le dimanche passé, ce pays est secoué par une crise sans précédent. Il nous appartient, en tant que Maliens africains, de regarder de près ce qui se passe réellement au Mali, de tirer les leçons et en même temps interpeller nos autorités aussi bien au Mali que dans la sous-région pour que certaines pratiques cessent. Des pratiques qui n'honorent pas l'Afrique doivent cesser. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit le nom de Allah, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux, le Dieu de nos pères, de nos ancêtres. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, nous bénissons encore le nom du Tout-Puissant, que sa gloire nous éclaire, que la sagesse de son esprit nous enseigne encore et nous conduise dans les profondeurs de ce que nous ignorons, afin que nous puissions apporter à la lumière de la conscience ce qui semble naturellement peut-être anodin, mais qui relève des caractères beaucoup plus complexes. Que ce qui est caché soit révélé. Alors, merci à vous, partagez, je vous en prie, installez-vous. Mais permettez-moi, pour une question de patriotisme, permettez-moi, ce que je n'ai pas l'habitude de faire, mais à cause de cette situation ces temps-ci, je me verrai dans l'obligation morale et patriotique d'écouter l'hymne national du Mali avant tout propos. Pour dire aux uns et aux autres que le combat de Keïta, ce n'est pas un combat de personne, mais c'est un combat qui part au Mali pour l'Afrique. Donc permettez-moi, le temps que vous puissiez vous installer et commencer à partager et à inviter vos amis. Merci à vous, merci à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je ne serai jamais ingrat envers la Côte d'Ivoire, je ne serai jamais inconséquent envers la Côte d'Ivoire. Je porte ce pays-là dans ma chair, dans mon sang et dans mes veines. Je vis, je respire autant que possible pour le Mali que pour la Côte d'Ivoire. Mais quand nous avons des dirigeants véreux, quand nous avons des dirigeants incompétents, incapables, il ne s'agit pas d'attaquer le pays, mais il s'agit de dire ce qu'il y a lieu de dire par rapport à ceux qui ne sont pas à la hauteur. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de chuter. La Côte d'Ivoire est en chute libre. La Côte d'Ivoire est en chute parce qu'il y a des incompétents, des inconscients qui sont à la tête de ce pays. Des gens qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Des gens qui ignorent même le minimum de respect quand il s'agit de la courtoisie diplomatique. Oui, Alassane Dramane Ouattara, malheureusement, il s'est bien illustré en tant que faiseur de coups d'État. Pour vous permettre de bien comprendre ce dont il est question, pour vous permettre de bien comprendre
je répète ce dont il est question. Posons-nous la question, qui est Alassane Dramane Ouattara? Parce que c'est lui le président de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui gouverne ce pays. C'est lui qui est à la tête de ce pays. Donnez-moi une seconde. Alors, lorsque la Côte d'Ivoire était en récession économique, la Côte d'Ivoire qui est la locomotive de l'UMOA, c'est-à-dire la zone franc, la zone des colonies françaises, au temps où Houphouët vivait encore, Alassane Dramane Ouattara a été appelé fin 88-89, fin 88, début 89, pour sauver l'économie ivoirienne. Nous dit-on, il était un spécialiste de l'économie puisqu'il était au sein de la Banque centrale des pays de l'UMOA qu'on appelle BCAO. Mais avant qu'Alassane Ouattara n'arrive à la BCAO, en tant que gouverneur de la BCAO, il était au nom de la Haute-Volta, le Burkina Faso actuel, il était le vice-gouverneur de la BCAO au nom de la Haute-Volta, c'est-à-dire du Burkina Faso. Il a fait toutes ses études à Pennsylvania, aux États-Unis, bien entendu, en tant que citoyen voltaïque. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, ce monsieur, il a été appelé par Houphouët. Parce qu'à l'époque, tous les plans d'ajustement que Houphouët voulait appliquer en Côte d'Ivoire, tous ces plans ont été rejetés. D'une part par la population, parce que Laurent Gbagbo venait de sortir. Laurent Gbagbo, il était aussi très actif sur le terrain politique. Laurent Gbagbo était là, les institutions étaient là. Donc forcément, les gens ont voulu imposer un certain Alassane Dramane Ouattara qui arrive comme président interministériel. Puisque la constitution de la République de Côte d'Ivoire n'avait pas, dans son système de fonctionnement, déterminé la fonction de Premier ministre. Donc Houphouët a créé, par décret présidentiel, un président interministériel. Alassane Ouattara était président ministériel. Et en 1990, Alassane Ouattara a été nommé Premier ministre. La Constitution a été légèrement modifiée pour créer la fonction de Premier ministre. Alors nous savons ce à quoi Alassane Dramane Ouattara s'est livré. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces gabégies. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'il faisait. Et alors, il continue. On a vu la barbarie politique d'Alassane Dramane Ouattara, puisque Laurent Gbagbo, à cette époque, a failli perdre la vie en 1992, avec son épouse Simone Evé Gbagbo, elle sait de quoi je parle. Et là, c'était à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. On était tous témoins. Ce jour-là, on a cru qu'Abidjan allait exploser. C'était Alassane Dramane Ouattara qui était. Donc ce monsieur, diplomatiquement, il est nul. Ce monsieur ne connaît que la force. Ce monsieur ne connaît que la barbarie. Donc déjà, Premier ministre, il n'a pas tourné autour du pot. Il a maté l'opposition. Il a fait arrêter les responsables des partis politiques. Il a fait, je crois, le fils de... On me dira, ah, mais arrête Diagui Diabaté, autant de Bédié a été jeté en prison. Oui, Bédié a arrêté Diagui Diabaté. Oui, son fils a été jeté en prison. Oui, on a Bédié en fait. Je ne nie pas celui-là. Mais ce n'est pas Bédié qui est au pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas les soldats de Bédié qui sont au Mali aujourd'hui détenus. Ce sont les soldats de Ouattara. Donc nous ne parlons que par rapport à celui qui est aux affaires. Si c'est Bédié qui était au pouvoir, j'allais parler des dérives de Bédié de cette époque. Mais c'est Ouattara qui est au pouvoir. Et déjà, depuis Premier ministre, il s'est bien illustré en tant qu'homme barbare. Alors, il n'a pas accepté le fait qu'il a été pressé de quitter le pouvoir parce que déjà, il avait commencé. Le premier coup d'État d'Alassane Dramane Ouattara, j'ai été l'une des... Je ne suis pas le premier, mais une des premières personnes, c'est-à-dire Laurent Dona-Fologo, le président, comme on appelle, Koudou Laurent Gbagbo, qui a même écrit là-dessus, le président Francis Vaudier, nous avons tous dénoncé la violation constitutionnelle, l'article 11 de la Constitution, que Alassane Dramane Ouattara voulait manipuler. D'abord, cette violation constitutionnelle, il ne l'a pas réussi. Il a voulu s'accaparer de force au pouvoir. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie de Côte d'Ivoire pour rétablir l'ordre constitutionnel qu'Alassane Dramane Ouattara voulait forcément détruire. À la télévision ivoirienne, tous ceux qui à l'époque étaient de service se rappellent très bien ce qui s'est passé en 1993, juste à la mort d'Houphouët. Ce qui s'est passé pendant que Houphouët n'était pas encore juste, Houphouët venait à peine de mourir.
Alassane Ouattara voulait s'accrocher au pouvoir, alors que la constitution était claire. Qui devait succéder à la place lorsque Foy allait rendre l'âme? C'était le président de l'Assemblée nationale. Alassane Dramane Ouattara s'est opposé. Donc ce monsieur, il a quelque chose de viscéral, c'est-à-dire qu'il n'aime pas l'ordre constitutionnel. Il n'aime que la barbarie. Il n'aime que la violence. Il n'aime que le désordre. C'est cet homme-là qui a amené ces hommes. Je vais vous faire écouter quelque chose qui va vous surprendre. Je vais vous lire encore un autre document du Conseil national de sécurité qui a eu lieu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, un document, un communiqué qui n'a jamais été signé par le président du Conseil de sécurité, qui est le président de la République. Le chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire a fait le point de la situation en biaisant, en manipulant. Mais Ouattara sait très bien ce qui s'est passé, puisque c'est son jeune frère Téné Brahima qui est le ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. Je dis bien ministre d'État et ministre de la Défense, c'est le jeune frère d'Alassane Dramane Ouattara qui s'appelle Téné Brahima. Alors, nous avons vu un document circuler sur les réseaux au nom du ministère de la Défense, un faux document antidaté, un document qui a été établi le 5 mai, qui a été signé, c'est-à-dire qui a été réceptionné le 4. Alors, pouvez-vous comprendre quelque chose qu'on a établi le 5, mais déjà le 4, la chose qu'on n'a même pas encore établie a été réceptionnée et signée. Ça, c'est Téné Brahima. Mais curieusement, lorsqu'on lit le communiqué du Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire, nullement cela n'apparaît dedans. Ce document qu'on nous a montré partout, ce document qu'on a voulu essayer de nous enfumer avec, quand on a découvert la supercherie, le chef d'état-major n'a même pas parlé de ce document. Ce qui est d'ailleurs curieux, le chef d'état-major aurait dû parler de ce document. Il aurait dû parler de ce document. Et il n'a jamais parlé de ce document au Conseil national de sécurité qui a eu lieu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Curieusement, on doit se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, lorsqu'on revient encore en 93, Alassane Dramane Ouattara voulait s'accaparer le pouvoir. Henri Konan Bédié, aidé par la gendarmerie, a pu s'imposer. En 95, il a été écarté. En 99, il a organisé un coup d'État. Le pouvoir de Bédié est tombé. En 2000, 2001, 2002, tentative de coup d'État. Je ne vais pas vous parler de ces nombreux coups d'État, sinon on ne va pas quitter ici. En 2002, tentative de coup d'État avec Soro Guillaume, c'est devenu une rébellion. La France est intervenue et en 2011, Alassane Ouattara intervient encore par la force. C'est-à-dire qui? C'est-à-dire c'est l'OTAN qui a installé Alassane Dramane Ouattara. Je dis bien c'est l'OTAN. Quand vous parlez de l'OTAN, on sait de quoi on parle. C'est l'OTAN et la CEDEAO qui ont installé Alassane Dramane Ouattara comme président en Côte d'Ivoire. Je dis bien c'est l'OTAN et la CEDEAO qui ont installé Alassane Dramane Ouattara après les élections. Parce que les élections se sont déroulées, il y a eu contestation par rapport à une zone précise dans le nord. Et cette zone précise, c'était les ex-rebelles qui détenaient cette zone. Dans cette zone, que s'est-il passé? C'est-à-dire que quand on a fait le décompte, on s'est rendu compte que le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Donc déjà, il y a fraude. C'est-à-dire que ceux qui ont voté sont plus nombreux que ceux qui sont inscrits sur la liste. On a dit, il faut aller à Youssouf Bagayoko, il a dit non, non, non. Il proclame, Yaoundé refuse de reconnaître les résultats. Yaoundé, c'était le président du Conseil constitutionnel qui était avec Gbagbo Laurent. Youssouf Bagayoko était avec Alassane Ouattara et Soro Guillaume. Donc, la CEDEAO est intervenue, je suis en train de raccourcir pour vous, la CEDEAO est intervenue à demander aux Nations Unies de faire intervenir l'OTAN en Côte d'Ivoire. Et l'OTAN est intervenue avec la bénédiction de la France. C'est Nicolas Sarkozy étant au pouvoir, c'est Nicolas Sarkozy qui a fait décoller, comment on appelle ça, les hélicoptères de combat de la base militaire française installée à Port-Boué, le 43e BIMA, c'est eux qui sont intervenus avec le soutien logistique terrestre de l'ONUCI, qui est la même chose que la MINUSMA au Mali. Alors, donc, voilà, ok, merci beaucoup Choco Leblanc. Alors, donc, voilà un peu. Donc, ce monsieur ne s'est jamais débarrassé des coups d'État. Alors, en 2014, à peine qu'il a son premier mandat, en 2011, 2010, 2014, il y a eu coup d'État, évidemment. D'abord, Aya Sanogo renverse Amanou Toumani Touré, paix à son âme. Il tente d'organiser une riposte avec les bérets rouges. Nous savons tout ce qui s'est passé avec les bérets rouges. Alors, Aya Sanogo, bien entendu, puisque c'était des mercenaires burkinabés ivoiriens. Donc, Aya Sanogo demande une forte somme, il négocie, il tombe d'accord, il paye la rançon et les gens sont libérés. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui pour me dire, Keïta, les autorités maliennes risquent de libérer ces militaires qui ont été arrêtés. J'ai dit, bon, ben ça c'est leur problème.
S'ils jouent à ce jeu, ça va se retourner contre eux. Alors, ils n'ont pas intérêt à retourner la population contre eux. Il dit, tu te rappelles de ce qui s'est passé avec Aya Sanogo? J'ai dit, je me rappelle très bien. Il dit, bon, le même scénario risque de se produire. J'ai dit, bon, attendons de voir. Ne les accusons pas. Observons, attendons de voir. Donc, Aya Sanogo a commis l'erreur de composer avec Alassane Dramane Ouattara et Djibril Bassolé, le ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, et puis le ministre de la CEDEAO d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire Adama Bitogo, qui est le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ils sont venus, ils ont remis l'argent à Adama Bitogo, et ils ont remis l'argent à Sanogo. Ils ont libéré les mercenaires ivoiriens. Ça, c'était... Et au Burkina Faso, lorsque Blaise Compaoré est tombé, il a tenté encore avec Diendéré un autre contre-coup d'État. Le même Alassane Ouattara. Il y a eu des bandes sonores qui ont fuité, on a entendu. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous... J'ai planté ce décor pour que vous compreniez ce qui se passe. Ce n'est pas une affaire de dire, ah, ils sont venus ou non. Je vais vous démontrer et vous allez être ahuris. C'est-à-dire ce qui se passe là, ce qui s'est passé le dimanche. C'est une planification méticuleuse. Chris Yapi en a parlé aujourd'hui. Je l'ai bien écouté. Pour une question de temps, on ne va pas trop durer sur ces détails et vous faire écouter. Mais, déjà, la France a pris position. Les autorités françaises n'ont pas encore parlé, mais la France a pistonné France 24. Et France 24 a commencé à parler. France 24 dit ceci. On va voir, permettez-moi. France 24, je crois bien, permettez-moi, je vais voir. On doit retrouver France 24 ainsi, je ne m'abuse pas. Alors, je crois qu'on doit pouvoir... Voilà, France 24, on va écouter ce que France 24 a dit. Partagez les gars, on va écouter France 24. Le porte-parole de la junte malienne a pris la parole hier soir à la télévision. Cela voulait dire que l'annonce avait son importance. Abdoulaye Maïga a lu un communiqué. Oh là 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 là, merde, donne-moi une seconde. On va revenir, je vais faire revenir rapidement. Ok. Le porte-parole de la junte malienne a pris la parole hier soir à la télévision. Cela voulait dire que l'annonce avait son importance. Abdoulaye Maïga a lu un communiqué. Il stipule alors que 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako. Les autorités les considèrent comme des mercenaires. Ils ont été transférés à la justice. Cyril Payen, vous nous avez rejoint. Bonjour Cyril. Bonjour. Ces hommes étaient censés sécuriser une base de la MINUSPA. On peut se demander si ce n'est pas la mission de l'ONU qui est visée par ces arrestations. En tout cas, c'est un anneau. Est-ce que vous avez entendu? On n'est pas à se demander si ce n'est pas la mission de l'ONU qui est visée. Vous voyez déjà comment la presse française, et j'ai vu des parlements, enfin j'ai vu des médiateurs de la CEDEAO qui sont venus au Mali demander à la haute autorité chargée de la communication de lever les sanctions qui pèsent sur France 24 et RFI. Et ça, c'est France 24 qui vient de dire cela aujourd'hui. France 24 dit en réalité, c'est l'ONU qui est menacée. Donc, il faut amener plus d'institutions, plus de pays à mettre la pression sur le Mali pour libérer ses soldats. Donc, France 24 est en train de jouer, c'est pourquoi je vous ai dit, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui au Mali, nous, moi je le dis honnêtement, les autorités maliennes, Outissé Kansara, il ne peut pas nous payer. Il ne peut pas nous payer. Ce que nous faisons pour la transition, là, j'espère qu'au moins un jour, Assimi sera reconnaissant et dire, attendez, il y a certaines personnes qui nous ont aidés, on va leur dire au moins bonjour un jour. Parce que ce que nous faisons pour lui, là, il n'a aucun moyen de communication pour le faire. Le combat que nous menons, ils n'en ont pas. Attendez, il y a un maudit qui est là, sur mon programme, il est où, toi tu es tellement bête et puis tu fais quoi sur mon direct? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? On va reprendre la partie, vous allez écouter. Cyril Payen, vous nous avez rejoint. Bonjour Cyril. Bonjour. Ces hommes étaient censés sécuriser une base de la MINUSPA. On peut se demander si ce n'est pas la mission de l'ONU qui est visée par ces arrestations.
En tout cas, c'est un nouvel imbroglio, une nouvelle affaire malienne qui implique le gouvernement de transition malien et tous les partenaires. Après, évidemment, on le sait, la parenthèse française, après qu'il y ait eu de grandes échauffourées verbales, en tout cas, entre la France et les Maliens, il semble effectivement qu'en creux, il s'agisse de l'autre force, la MINUSMA, qui est la force de maintien de la paix, qui est pléthorique. On parle de près de 14 000 hommes qui sont répartis dans tout le... Donc, je n'ai pas le temps de vous faire écouter cette merde. Quand vous écoutez ça, quand un homme normal écoute ça, quand un Africain normal écoute ça, quelle doit être sa réaction? Quand un homme normal écoute ça, quelle doit être sa réaction? Donc, le Mali doit être un dépotoir où chacun vient et puis fout le bordel comme il veut et il s'en va. Alors, le Mali demande un minimum de respect. Et ce minimum de respect, le Mali ne l'exige pas en dehors du cadre international. Le Mali dit, basons-nous sur les principes du droit international. Que dit le droit international? Voilà ce que dit le droit international. Est-ce que l'action des militaires ivoiriens s'inscrit dans le droit international? Non. Alors, au lieu de regarder le sujet dans le fond et d'étudier, voilà des manipulateurs, des corrompus, des indignes, des indélicats, des incompétents, des irresponsables, des analphabètes à tout point de vue, les voilà qui se livrent à une sorte d'amalgame. On se pose la question, quelle est leur intelligence, comment on peut être, même si on n'aime pas un pays, au moins, il faut s'appuyer sur ce qui apparaît comme ce qui est bon, comme ce qui est juste. Ici, ça sert à quoi? Donc maintenant, il faut dire, le Mali, c'est un pays belliqueux. Après avoir fait palabre avec la France, maintenant le Mali s'attaque à l'ONUCI. Et je dirais à l'ONUCI, autant pour moi. Le Mali s'attaque à la MINUSMA. Mais c'est honteux, c'est ridicule, c'est irresponsable, c'est irréfléchi. En quoi est-ce que ceci... D'ailleurs, les militaires disent qu'ils sont en mission recommandée à 2 volets. Il y a un volet où ils doivent s'occuper d'une société allemande SAS. Et puis, il y a un autre volet, c'est par rapport à ce qu'ils doivent faire avec la MINUSMA. Donc, pourquoi forcément ignorer, par exemple, les Allemands et ramener tout à la MINUSMA? Alors, je voulais juste vous faire comprendre qu'il y a un autre match aussi qui se joue. On est en train de monter et ça, c'est un début. Hein? C'est un début. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant, la France va commencer à mettre la pression sur les Nations Unies de la part de la Côte d'Ivoire pour obtenir forcément la libération de ces soldats. Mais les soldats là, je vais vous démontrer tout de suite que c'est effectivement des mercenaires. Ils étaient venus par rapport à un but bien précis. La MINUSMA n'est qu'un prétexte. SAS n'est qu'un prétexte. La vraie mission, je vais vous la donner tout à l'heure. D'ici là, partagez, ne soyez pas pressés. Je vais décortiquer, vous allez comprendre. Ici, quand on parle, c'est la Côte d'Ivoire qui a débarqué des gens. Voilà des ignorants, des idiots. Je suis même tenté de dire, voilà des imbéciles. Excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment des imbéciles. Alors, ces gens-là, moi, je voudrais bien savoir si le Mali peut débarquer des soldats maliens à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en France, à Paris. Moi, je voudrais bien savoir quelle va être la réaction de ces idiots-là, de ces irresponsables-là. Moi, je voudrais bien savoir, est-ce que le Mali peut se permettre, sans au préalable, contacter les autorités compétentes en la matière, remplir 2 avions, 2 vols spéciaux et puis atterrir sur l'aéroport international Roissy-Charles de Gaulle. Le Mali peut faire ça? Le Mali peut faire ça? Dans quelle capitale occidentale, dans quelle capitale européenne, le Mali peut se permettre de débarquer, c'est-à-dire de venir avec ses soldats dans un aéroport, sans avoir au préalable pris contact avec les autorités? Quel est ce pays-là qui est prêt à faire ça? Quel est ce pays-là qui va accepter ça?
Voilà des ignares, des idiots qui viennent s'asseoir sur des plateaux de télévision et ils veulent faire croire que le Mali est un pays belliqueux. Le Mali peut-il faire la même chose en France? Des soldats maliens peuvent-ils monter dans un avion civil, un avion même pas militaire, même pas un cargo militaire, c'est-à-dire un avion civil avec des armes et puis atterrir à Roissy-Charles de Gaulle? Le Mali peut faire ça. Et puis ces ignares-là, ces idiots-là, ils viennent s'asseoir avec leur gueule puante, ils croient qu'ils vont nous donner des leçons. Et en même temps, l'intention c'est quoi? L'intention c'est quoi? C'est de détourner, c'est-à-dire du vrai problème qui est la Côte d'Ivoire. Maintenant, on veut nous orienter vers les Nations Unies. Mais attention, nous ne sommes pas dupes. Nous n'allons pas jouer à ce jeu-là. Les autorités maliennes, tout ce que nous leur demandons, c'est de rester fermes dans leur position. Nous ne demandons à personne de commettre un parjure. Nous ne demandons à personne de compromettre l'intégrité de ce pays. Mais nous demandons tout simplement de faire en sorte que ce pays soit respecté. Que ce pays soit respecté. Que les droits minimaux, j'ai dit bien que les droits de ce pays-là soient respectés. Il est important, on ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre de regarder ces gens de conneries là et puis fermer les yeux. Ce qui s'est passé à l'aéroport Modibo Keïta, c'est inacceptable. C'est intolérable, c'est incompréhensible. Mais ce n'est pas tout. La Côte d'Ivoire, il y a eu aujourd'hui un Conseil national de sécurité. Et le Conseil national de sécurité dit ceci. Quelque chose qui, en toute honnêteté, est surprenant. Partagez, je vous en prie. Communiqué du Conseil national de sécurité, République de Côte d'Ivoire, Union Discipline Travail, on nous dit ici, une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mardi 12 juillet 2022 au palais de la présidente de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Partagez, je vous en prie. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur l'arrestation par les autorités maliennes de 49 militaires ivoiriens le dimanche 10 juillet à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako. Alors, le chef d'État, écoutez maintenant, le chef d'état-major général des armées a fait une présentation sur les circonstances de la présence des 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué numéro 34 du gouvernement de transition du Mali, donc on dit que le gouvernement n'a pas dit la vérité. Le chef d'état-major des forces armées ivoiriennes, il dit que le communiqué du gouvernement malien porte des anomalies. Le communiqué n'est pas exact. On va écouter les points qu'il a relevés. Les gars, partagez, je vous en prie. Ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien NSE. Je m'arrête là. On nous dit que les militaires sont régulièrement inscrits sur la liste des effectifs des militaires ivoiriens. D'accord. Mais ce qui est curieux et paradoxal, les passeports qu'ils avaient, lorsque des militaires se déplacent de leur pays d'origine à un pays de destination par rapport à une mission, les militaires ne se déplacent même pas avec un passeport ordinaire. Ce n'est pas un passeport diplomatique, mais je crois qu'il y a un passeport qui est bien adapté. Je ne sais pas si c'est un passeport de service, un truc comme ça, mais les militaires ne se promènent pas avec les mêmes passeports que nous avons. Nous avons la possibilité soit d'avoir un passeport diplomatique, soit d'avoir un... Moi, par exemple, je peux demander, je peux aller comment on appelle, à la présidence, demander au président Assimi Goïta, monsieur le président, j'aimerais avoir un passeport diplomatique.
Pourquoi? Elle dit, bon, par rapport à ce que je fais. Je dis, ok, ce que je fais, j'ai